Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons toujours avec le quatrième chapitre de notre cours Agronomie 2 dans sa partie animale. Ce chapitre concernant l'alimentation animale, nous avons déjà vu deux types d'alimentation, à savoir l'alimentation énergétique et l'alimentation azotique. Aujourd'hui, nous entamons deux autres alimentations qui sont l'alimentation minérale et l'alimentation vitaminique. Si en revenant un peu en arrière, nous avons vu les différents composants d'un aliment. Les matières sèches d'un aliment est composée en deux fractions, les matières organiques et les matières minérales. Donc les matières organiques assurent trois types d'alimentation. L'alimentation énergétique par l'apport en glucides, en lipides et en oxydes de matières azotiques. L'alimentation azotique assurée par les matières azotiques, soit protéiques ou non protéiques. Et nous avons l'alimentation vitaminique assurée par les vitamines, soit liposolubles ou hydrosolubles. Pour la fraction minérale, il nous assure l'alimentation minérale en macro et oligo-éléments. Donc tout ce qui est nécessaire pour l'organisme disponible dans l'alimentation de bétail. On commence avec le premier point, alimentation minérale. Nous avons déjà vu les deux groupes de minéraux, les minéraux majeurs et les oligo-éléments. Donc pour les macro-éléments ou bien éléments majeurs, nous avons le calcium, le phosphore, le potassium, le sodium, le magnésium et le chlore. Dans la quantité pour l'organisme est appréciable, en quantité appréciable. Le deuxième groupe, oligo-éléments, nous avons le fer, le cuivre, le cobalt, le manganèse, le zinc, l'iode, sélénium et soufre, qui sont indispensables pour l'organisme, mais avec des quantités infimes. Maintenant, quel est le rôle de ces minéraux dans l'organisme? Donc, ces minéraux possèdent deux rôles importants. Le premier rôle, c'est la construction. Les minéraux se combinent aux substances carboniques pour l'élaboration de nombreuses substances organiques. Premièrement, pour le squelette, les minéraux constituent 2 sur 3, c'est-à-dire 2 tiers du squelette, avec 99% de calcium et 80% de phosphore de l'organisme. Deuxième point, pour les liquides internes, le sang et le lymphe, qui contient entre 8 et 9 per 1000 de sels minéraux, comme le NaCl et le CaCl2. Donc, si ça participe aux grandes fonctions vitales, comme l'absorption. Et enfin, il participe de la production animale, différentes productions animales, comme le lait, les œufs et la laine, qui exportent toute d'importance quantité de minéraux. Deuxième rôle, c'est le rôle de régulateur. Les oligo-éléments surtout, et même les macroéléments, entrent dans la constitution de molécules d'enzymes, d'hormones et de vitamines. Ces substances régularisent les grandes fonctions de l'organisme comme la digestion, la croissance, la production et la reproduction. Donc, ces deux rôles qui sont très importants pour le fonctionnement correct d'un organisme animal. Maintenant, on parle sur la rétention minérale, c'est-à-dire l'aptitude de l'animal à utiliser les minéraux absorbés. Il ne suffit pas qu'un animal trouve dans son alimentation les minéraux qui lui sont nécessaires, mais pour qu'il lui assimile correctement ces minéraux, plusieurs conditions sont requises. La première condition, les minéraux doivent être assimilables. L'assimilabilité des minéraux, c'est-à-dire le coefficient de digestibilité de ces minéraux, doit être appréciable. Deuxième point, l'organisme doit disposer de vitamines et d'un bon fonctionnement hormonal, parce qu'il y a un lien entre la rétention minérale et la présence de vitamines dans l'organisme animal. Troisième point, l'animal doit être capable de retenir les minéraux, c'est-à-dire selon son état physiologique. Par exemple, chez une forte laitière, les exportations minérales par le lait dépassent toujours les possibilités de rétention. Donc, les matières minérales alimentaires ne couvrent pas les besoins de l'animal dans ce cas. Même si cette rétention est suffisante, la lactation prélève sur le squelette des minéraux plus directement utilisables. Donc, il faut qu'on reconstitue ces réserves osseuses durant la période de tarissement. Quatrième point,
un certain équilibre doit exister entre les différents minéraux, c'est-à-dire la quantité d'un minéral dépend d'un autre, comme le rapport phosphocalcique, c'est-à-dire la quantité de calcium et la quantité de phosphore nécessaire pour l'organisme animal, doit être en équilibre. Pour prendre l'exemple pour le monogastrique, où ce rapport CA sur pi avoisine le 1,2 à 2, et pour les ruminants, elle passe de 1,5 à 6. Et nous avons aussi un deuxième équilibre, c'est l'équilibre calcium, magnésium, potassium et sodium. On commence pour les minéraux majeurs, bien sûr les deux premiers les plus importants qui sont nécessaires dans le calcul de la ration, le calcium et le phosphore. Si on tombe dans un problème de carence de ces deux minéraux, plusieurs troubles graves sont dus donc au manque de ces deux minéraux. Ou à cause d'un déséquilibre dans le rapport calcium-phosphore. C'est-à-dire si nous avons des quantités qui ne sont pas équilibrées entre calcium et phosphore, aussi on peut trouver dans ces troubles graves. Parmi ces troubles, nous avons le trouble du squelette, parce que nous avons dit que le squelette est composé à 99% de calcium et de 80% de phosphore. Donc si on tombe dans un manque de calcium et phosphore, par insuffisance de vitamines D ici qui sont nécessaires à la fixation de ces minéraux, on peut rencontrer plusieurs maladies comme le rachitisme suite à une diminution ou bien une carence en calcium et en phosphore, c'est lié bien sûr aux os, ostéomalacie due à une carence de phosphore et de vitamine D, ostéofibrose due à une carence ou un manque de calcium. Deuxième maladie, l'hypocalcémie du lit, ou bien la fièvre vitulaire, qui attaque les vaches laitières, ou bien généralement les femelles laitières, due aux chutes brusques de taux de calcium et de glucose dans le sang, due à l'augmentation du calcium dans la mamelle. C'est-à-dire qu'il y a un épuisement de calcium vers la mamelle. Et enfin, nous avons le trouble de reproduction qui est aussi lié à une carence ou anorexie en phosphore, ce qui engendre des difficultés de fécondation ou bien de mortalité embryonnaire lors de gestation. Nous avons aussi le potassium et le sodium. Donc le potassium est toujours en excès. Donc généralement, l'alimentation animale ne pose pas de problème d'apport en potassium. Le sodium toujours déficitaire. Elle est nécessaire pour stimuler l'appétit de l'animal. Le magnésium provoque la maladie de tétanie d'herbage avec une chute de taux de magnésium dans le sang survenant à la mise à l'herbe des animaux, généralement au printemps, quand les animaux sortent au pâturage. Nous avons l'herbe généralement très jaune, pauvre en magnésium, cela dû à une diminution de taux de magnésium dans le sang, ce qui engendre ce problème de tétanie d'herbage. Et enfin, nous avons le soufre qui présente un constituant important des acides aminés soufrés comme le méthionine, la cystéine et la cystine. On prend par exemple la maladie de rachitisme qui est due donc au manque de calcium et de phosphore. Vous voyez ici la déformation osseuse donc des pattes de l'animal. Deuxième exemple, la maladie de tétanie d'herbage suite au manque de magnésium dans le sang qui provoque un gonflement de l'abdomen de l'animal suite à cette intoxication et qui peuvent même engendre la mortalité de l'animal. Et enfin, nous avons la maladie de l'hypocalcémie du lit suite à une diminution de calcium et de glucose dans le sang. Si on prend l'exemple d'une vache laitière, si on accepte un taux de 8,5 mg par décilitre de calcium dans le sang, on peut dire que cette vache est en bonne santé. C'est-à-dire que nous n'avons pas un problème. Mais si ce taux a diminué à 5,5, il commence le risque de l'hypocalcémie subclinique. Et si cet taux diminue au moins de 5,5, nous sommes maintenant dans un problème de l'hypocalcémie clinique, c'est la fièvre de lait. Donc il faut toujours maintenir un taux de 8,5 mg par décilitre de sang. Pour les éléments, ce tableau nous montre
les quantités nécessaires pour l'organisme animal, qui sont généralement en mg par kg de matière sèche, sauf pour le calcium et le phosphore, que nous avons déjà vu lors du calcul de ration, qui est quantifié en grammes. Par exemple, pour le calcium, 4 grammes pour l'entretien, c'est-à-dire si l'animal est inactif. Si nous avons une production laitière, il faut ajouter 5 grammes de calcium par chaque litre de lait. Même chose pour le phosphore. Nous avons aussi pour les autres macro-éléments, comme le magnésium, 1,5 g, potassium, 3 g, sodium, 1,5 g, soufre, 2 g. Pour les éléments sont très faibles. Ici, nous avons par exemple 0,08 g, c'est-à-dire 80 mg par kg de matière sèche. Et même chose pour les autres. Donc, avec des quantités infimes, mais indispensables pour l'organisme. Ce tableau aussi nous montre quelques maladies qui peuvent attaquer l'animal suite à une carence en oligo-éléments. On va prendre seulement 3 exemples. Le premier exemple, le goitre. Comme vous voyez dans la photo, une grosseur au cou due à une hypertrophie de la glande thyroïde. Cela, bien sûr, est dû donc à une carence de iode. Le deuxième exemple, le pelate, suite à une carence en zinc. Comme vous voyez, le temps de poil de l'animal. Et enfin, nous avons le cachexie, qui est dû spécifiquement au cobalt. Carence au cobalt provoque un affaiblissement général de l'animal et une mauvaise état physiologique. Maintenant, comment on peut rationner donc les besoins de l'animal en minéraux? Nous avons vu lors des séances de TD que lors du calcul d'une ration, on se base seulement sur le calcium et le phosphore parce que ces deux minéraux sont demandés en grande quantité dans l'organisme. Donc, nous avons l'animal, il faut bien sûr calculer les besoins théoriques de l'animal à partir des tables d'alimentation. Même chose pour l'aliment utilisé pour cette ration. Il faut calculer la valeur théorique de l'apport de calcium et de phosphore de chaque aliment. Et enfin, on fait maintenant la couverture. Si nous avons un équilibre entre les besoins et les apports, nous sommes dans une situation de besoins couverts. Mais si nous avons un déficit dans les apports de calcium et de phosphore, nous sommes dans une situation de déficit. Il faut par la suite faire un équilibre avec la complémentation minérale, soit par des compléments minéraux vitaminés en poudre, en vrac, soit pour des pierres allichées, donc qui seront disponibles ad libitum à l'animal. Nous abordons maintenant la deuxième partie de cette présentation, l'alimentation vitaminique. Nous avons vu les deux groupes de vitamines qui sont classés d'après le solvant qui sert à les extraire. Nous avons les vitamines liposolubles qui sont solubles dans les corps gras, sont les vitamines A, D, E et K. Et nous avons les vitamines hydrosolubles qui sont solubles dans l'eau, sont les vitamines de groupe B, la vitamine C et la vitamine E. Maintenant, on veut essayer de mettre en relief quelques caractéristiques communes. Les vitamines sont des substances organiques appartenant à diverses familles chimiques, comme les glucides, les lipides et les protides. Donc leur formule contient des oligo-éléments en plus. Elles sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme animal. Elles agissent à des doses très infimes, en microgrammes. Ils jouent un rôle de catalyseur, de réaction, de métabolisme cellulaire. Leur action est spécifique, c'est-à-dire chaque vitamine avec son rôle bien distinct. Leur carence provoque des avitaminoses, c'est-à-dire des maladies suite au manque ou bien aux carences de vitamines. Et enfin, elles sont fragiles, c'est-à-dire inactivées rapidement. La chaleur, l'oxydation, la lumière peuvent les inactiver rapidement, mais cette fragilité est très variable selon les vitamines. Chaque vitamine a une activation plus ou moins rapide. Maintenant, nous essayons de développer chaque
groupes de vitamines. Nous avons premièrement les vitamines liposolubles. Ce sont des vitamines solubles dans les corps gras, comme nous avons dit. La plupart d'entre elles entrent dans la constitution d'hormones, donc on dit que ce sont des hormovitamines. Leur stockage dans l'organisme est possible. Nous avons la vitamine A, ou antixyrophthalmique, ou bien la vitamine de croissance. Nous avons la vitamine D, ou antirachitique. Nous avons la vitamine E, ou tocopherol, la vitamine K, ou anti-hémorragique, et la vitamine F, qui correspond aux acides gras désaturés comme l'acide linoléique ou arachidonique. Deuxième groupe, les vitamines hydrosolubles sont solubles dans l'eau. Elles jouent exclusivement le rôle de catalyseur dans les réactions de métabolisme. Donc on dit parfois que ce sont des enzymovitamines. Elles ne peuvent se mettre en réserve de l'organisme, contrairement aux liposolubles. Et ce sont, nous avons le groupe, les vitamines du groupe B, B1, ou bien thiamine, vitamine B2 ou riboflavine, la vitamine B3 ou acide pantothénique, la vitamine B4, vitamine B5, la vitamine B6 ou pyridoxine, la vitamine P ou niacine, la vitamine H ou bien vitamine B8 ou biotine, la vitamine B9 ou acide folique, la vitamine B12 ou cyanocobalamin. En plus de cette groupe, nous avons la vitamine C ou acide ascorbique et la vitamine P ou créatine. On commence avec le premier groupe, vitamine liposoluble. Nous avons la vitamine A, c'est une vitamine irremplaçable, c'est-à-dire indispensable dans l'organisme animal. Elle possède deux formules alimentaires, la vitamine A et la provitamine A ou bien carotène. Cette carotène peut être transformée par l'organisme à la vitamine A en cas de carence en cette vitamine. Cette vitamine intervient dans toutes les fonctions de multiplication et de renouvellement du cellules. Et enfin, la vitamine A ne peut avoir qu'une origine alimentaire, c'est-à-dire qu'elle doit être apportée par l'alimentation, donc dans la ration alimentaire distribuée aux animaux. Vitamine D, ou bien la vitamine antirachitique, son rôle c'est la fixation du phosphore et du calcium dans les os. C'est pour ça qu'il joue un rôle antirachitique. Son action, donc, lutte contre le rachitisme, l'ostéomalacie et même l'hypocalcémie du lait. Donc, un rôle très important de cette vitamine parce que plusieurs maladies donc, peuvent être éliminées à cause de cette vitamine D. Son origine, donc, elle est synthétisée dans l'organisme grâce au rayonnement solaire à partir des provitamines, c'est-à-dire même s'il n'est pas disponible dans l'alimentation, l'organisme peut les synthétiser grâce au rayonnement solaire, c'est-à-dire il faut mettre les animaux à l'ensoleillement, au rayon de soleil, pour que cette vitamine synthétise. Donc, à partir des provitamines comme l'ergostérol, des végétaux qui se transforment en vitamine D2, et nous avons le provitamine dihydrocholestérol contenu dans la peau des animaux et donnant par irradiation la vitamine D3. La vitamine E, ou bien antioxydant naturel, on les appelle aussi tocopherol, facteur de fertilité. C'est un stimulateur des fonctions de la reproduction. Son absence donc provoque plusieurs maladies, c'est-à-dire son carence, comme la dégénérescence musculaire ou bien l'encéphalomalacie. Cette vitamine est présente dans tous les fourrages verts et céréales, donc son apport dans l'alimentation est très facile. Vitamine K ou anti-hémorragique, c'est-à-dire contre les écoulements de sang hors vaisseau.
suite à des blessures donc, pour l'animal et même des écoulements internes. Elle est synthétisée par la flore intestinale. Elle favorise la synthèse de la thrombine dans le foie qui permet la coagulation du sang. Donc si nous avons un écoulement, cette thrombine permet de coaguler le sang à cause de cette action de vitamine K. Bien sûr, si nous avons une carence de cette vitamine, donc se manifeste par des hémorragies, notamment au niveau de l'intestin des volailles atteint de la coccidiose. Coccidiose, c'est une maladie, donc une pathologie causée par un parasite qui infecte l'intestin des espèces aviaires comme la poule et le dinde. Vitamine F, ou bien acide gras insaturé, qui correspond donc aux acides gras insaturés comme l'acide linoléique et l'acide linolénique. Son rôle, le maintien de l'intégralité du système nerveux. Elle participe au fonctionnement du système immunitaire. Son origine donc est alimentaire parce qu'elle ne peut pas être produite de manière naturelle. La vitamine F ne peut être trouvée qu'au sein de l'alimentation animale. Il faut que l'animal reçoive la quantité nécessaire en vitamine F dans leur alimentation. Bien sûr, sa carence est très rare, mais peut provoquer des maladies comme des maladies de la peau. Deuxième groupe de vitamines, les vitamines hydrosolubles. Nous avons le groupe B, avec des actions multiples. Elle est synthétisée par les micro-organismes du rumen, c'est-à-dire l'animal peut les synthétiser à partir de l'alimentation ingérée. Ces vitamines sont la source d'une gamme de troubles à un mauvais métabolisme de l'énergie et de matière azotée. Nous citons entre autres la diminution ou l'arrêt de croissance, la diminution de l'appétit, le mauvais aspect du poil et de la peau, le boiterie et rudeur, diarrhée et anémie. Vitamine C, ou bien acide ascorbique, antiscorbutique, elle est synthétisée par l'organisme de la plupart des espèces animales. Donc, même si nous avons un manque de cette vitamine de l'alimentation, l'organisme peut synthétiser une quantité appréciable. Elle participe au bon fonctionnement du système immunitaire. Le manque de cette vitamine est responsable de scorbut, hémorragie interne, dessèchement des dents. En plus, cette vitamine joue un rôle vicariat parce qu'elle peut remplacer partiellement la plupart des vitamines déficientes dans l'organisme animal. Et enfin, le taux sanguin en vitamine C peut chuter en cas de stress, c'est-à-dire elle est variable en fonction de la production élevée de l'animal. Vitamine P, au crétine, joue donc un rôle de antiperméabilité capillaire. Donc elle est utilisée pour prévenir les micro-hémorragies, c'est-à-dire la vitamine C pour les hémorragies donc normales, pour la vitamine P, les micro-hémorragies, accompagnant bien sûr de nombreuses affectations comme l'entérite. C'est quoi l'entérite? C'est une inflammation de la muqueuse intestinale, ou bien les cystites. C'est aussi inflammation de la vessie. Maintenant, pour ne pas tomber dans une carence de ces vitamines, comment on peut faire la supplémentation dans l'alimentation? Premièrement, pour les vitamines liposolubles, on peut faire une association de la vitamine A, vitamine D3 et la vitamine E, c'est-à-dire on peut mettre ensemble. Cette supplémentation augmente les besoins en vitamine C. Donc, pour résoudre ce problème, surtout pour les ruminants, il faut une association de la vitamine A, D3 et plus les vitamines du groupe B et la vitamine C. Pour les vitamines D, on peut faire une supplémentation à partir des vitamines naturelles ou de synthèse. Et bien sûr, il faut mettre au point le problème de l'antivitamine. C'est-à-dire que nous avons des substances antagonistes qui détruisent ou inactivent les vitamines
ce qui provoque un problème de carence de vitamines malgré qu'ils sont disponibles de l'alimentation animale. Donc chaque vitamine possède une antivitamine. Il faut faire attention pour ne pas tomber dans cette situation. Donc généralement, cette supplémentation se fait par des compléments minéraux vitamines, c'est-à-dire après l'apport du besoin en énergie et en azote de la ration, il nous reste donc à compléter les besoins en minéraux et en vitamines. Généralement, elles sont données à l'animal sous forme d'un complément minéral vitamine, CMV. L'abréviation CMV. Nous avons pas mal de types de cette CMV. Nous avons des CMV poudre en vrac, nous avons des CMV granulés, et on peut le mettre sous forme de pierre à lécher, où l'animal peut donc lécher au fur et à mesure avec le temps. Mais si nous avons une carence, même donc avec l'application de cette supplémentation de compléments minéraux vitamines, on peut utiliser des injections, donc comme l'association A, D3 et E, sous forme d'un vaccin pour injection. Nous avons aussi pour les ruminants à ajouter avec ces trois vitamines, la vitamine B et la vitamine C, et aussi donc pour le groupe B, on peut utiliser le complexe B qui possède l'ensemble des vitamines B nécessaires donc, à l'organisme animal. Donc, tout ça, on peut le mettre sous forme d'une vaccination pour résoudre le problème de carence de vitamines. Enfin, nous avons vu bien sûr les 4 types d'alimentation animale. L'alimentation énergétique, assurée par les glucides, les lipides et l'excès en protéines. Nous avons l'alimentation azotée, assurée par les matières azotées de l'aliment. Et nous avons les alimentations minérales et vitaminiques. Mais lors du calcul de la ration, on se base seulement sur l'alimentation énergétique, l'alimentation azotée et l'apport de calcium et de phosphore de l'alimentation parce que ces deux minéraux sont demandés en quantité appréciable, c'est-à-dire en grammes. Pour les autres minéraux, elles sont demandées avec des quantités infimes, donc généralement sans calcul trouvé dans l'alimentation animale. Même si nous avons un problème, on peut le résoudre avec l'utilisation de compléments minéraux vitaminiques, donc distribués quotidiennement aux animaux. Donc il faut faire attention. Lors du calcul de la ration, nous avons plusieurs paramètres à mettre en relief. On prend cet exemple donc de l'apport alimentaire recommandé en fin de gestation selon le poids des brebis et l'importance de l'apporter. Conséquence sur la capacité d'ingestion, c'est-à-dire il faut faire attention au stade physiologique de l'animal en fin de gestation. Le poids des brebis, l'importance de la portée, c'est-à-dire est-ce que le poids de la portée est simple ou multiple, et bien sûr n'oubliez pas la question de la capacité d'ingestion. Donc si par exemple nous avons une brebis de 55 kg, le poids de portée peut varier de 4, 5 à 7, donc si cette valeur change, les besoins bien sûr seront changés. Et même la période de fin de gestation. Généralement, fin de gestation pour les brebis, c'est 1 mois et demi avant l'aniolage. Donc 5 à 6 semaines avant l'aniolage. Donc si on prend le cas de 5 à 6 semaines avant l'aniolage, on trouve que les besoins sont un peu inférieurs par rapport donc aux autres stades, comme le stade 3-4 semaines avant l'aniolage et 1 à 2 semaines avant l'aniolage. Donc on prend l'exemple de cette brebis de 55 kg. Pour une taille de portée de 4 kg, nous avons les besoins en énergie sont de l'ordre de 0,74, PDI 74 g, calcium 5,7 g et phosphore 3,2 g. Si cette brebis atteint la période 1-2 semaines avant l'animage, c'est-à-dire qu'il ne reste qu'une semaine ou 2 semaines avant d'être maternelle, on trouve que les besoins en énergie ont passé de 0,74 jusqu'à
0,99, presque 1. Inutile fourrage. Le PDI 107, 9 grammes calcium et 4 grammes pour le phosphore. Donc toujours il faut prévoir le rapport calcium-phosphore. Toujours le calcium est supérieur au phosphore. Donc le rapport Ca sur Pi pour les ruminants généralement de 1,5 jusqu'à 6. Sans oublier donc la capacité d'ingestion de l'animal. Et même chose bien sûr pour les autres brebis, c'est-à-dire si on augmente le poids, on trouve que les besoins sont augmentés automatiquement. Voilà, c'est la fin de ce chapitre qui résume les différents types d'alimentation nécessaires à l'organisme animal, à savoir l'alimentation énergétique, azotique, minérale et vitaminique. Et avec cette vidéo, nous finissons le cours du module agronomie 2 dans sa partie animale, dont nous avons vu 4 chapitres qui se complètent. Le premier chapitre concernant la composition des aliments, qui sont une forme de stockage de l'énergie et des matériaux de construction nécessaires à l'organisme. Le deuxième chapitre qui développe l'appareil digestif des animaux d'élevage, avec ses points communs et ses différences. C'est un ensemble donc d'organes destinés à transformer les aliments inassimilables en nutriments, sources assimilables de matériaux de construction et de l'énergie. Le troisième chapitre concernant la physiologie de la digestion, c'est-à-dire la transformation des aliments en nutriments dans l'appareil digestif avec des processus différents, mécaniques, biologiques et chimiques, et aussi comment on peut calculer le rendement de cette digestion avec le coefficient d'utilisation digestif. Et enfin, le quatrième chapitre concernant les différents types d'alimentation animale qui résume les différents nutriments nécessaires pour l'entretien et la production des animaux d'élevage. Bien sûr, vous pouvez toujours poser vos questions via mon email qui s'affiche en bas. Merci infiniment. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.